Bienvenue sur The Human Side of Racing TV, une nouvelle émission dont le thème aujourd'hui est la fameuse triple couronne. Pierre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter cette petite vidéo, mais rentrons dans le vif du sujet. Cette triple couronne, Pierre, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un challenge un peu improbable, un peu impossible, qui est tout à fait officieux, qui n'a aucune valeur. La FIA ne reconnaît pas spécialement le fait de s'être imposé, parce que c'est ça le challenge, dans les trois plus grandes épreuves, les plus historiques épreuves de la course automobile, et dans trois catégories différentes. En l'occurrence, il s'agit du Grand Prix de Monaco en Formule 1, des 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis et des 24 heures du Mans. Alors c'est d'actualité parce qu'on sort de ce triptyque, comme d'habitude, à la fin du printemps, et c'est l'occasion d'en parler et de rendre hommage surtout au seul pilote qui a parvenu à atteindre cette inaccessible étoile, en l'occurrence le grand Graham Hill. Oui, et il était, bon, Graham Hill, évidemment, il est légendaire, 2 fois champion du monde. Il a gagné effectivement les 500 miles d'Indianapolis avec un peu de réussite parce que c'était son coéquipier chez Lola Mecom qui menait, Jackie Stewart, il menait tambour battant jusqu'à 3 tours de l'arrivée. À certains moments, il a eu un problème moteur et c'est Hill qui s'est imposé. Ils étaient tous les deux rookies, ce qui est assez drôle. Pas mal. De la part de Graham Hill et Stewart, à l'époque, ils étaient équipiers en F1 chez BRM aussi. Oui. C'est l'époque où les pilotes de F1 découvrent Indianapolis, en quelque sorte. D'abord Jimmy Clark avec Lotus, grâce à Dan Gurney. Et c'est un peu des chasseurs de primes, il faut le reconnaître. Ils vont à Indy parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, donc c'est un peu des mercenaires. Et effectivement, tu le soulignes bien, c'est Stewart qui aurait dû gagner l'emporter, bah oui. En 66, je dis. En 66, effectivement. Est-ce que c'était assez drôle parce que, comme tu dis, c'était des chasseurs de primes et Graham Hill a encaissé un magnifique chèque. Et pour embêter un tout petit peu son coéquipier Stuart malchanceux, a dit « Mes comptables écossais auront du mal à gérer, disons, tant d'argent. » Et ça a fait beaucoup rire. Graham Hill a gagné, évidemment, les 24 heures du Mans avec Henri Pescarolo en 1972. Et à ce moment-là, il était déjà bien plus âgé, mais on doutait un peu de ses performances. Mais il faut dire que dans ses relais de nuit, sous la pluie, il a fait des relais magnifiques et il a fait sa part de boulot. Donc, c'est amusant parce que Monaco, il a gagné 5 fois le Grand Prix de Monaco, on l'appelait Monsieur Monaco dans les années 60. C'était vraiment un exploit rarissime, parce que Monaco était très exigeant et avec la fiabilité des voitures qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, il fallait ménager sa monture pour gagner Monaco, 100 tours de course à l'époque. Et donc Graham Hill gagne 5 fois, ce qui est quand même pas anodin. Et Indianapolis, tu le dis, c'est un coup de chance. Et puis le Mans, ce n'était pas vraiment prévu au programme. C'est plutôt en fin de carrière. En F1, il est un peu sur la touche avant de monter sa propre équipe. Et c'est Gérard Cronbach qui m'a raconté l'anecdote. Cronbach qui était directeur sportif de Matra, qui en tout cas s'occupait du recrutement des pilotes pour Matra. Et pour le Mans en 1972, Matra était bien décidé à s'imposer parce qu'il se battait avec Ferrari au championnat du monde des marques, mais pour le Mans, ils avaient un coup d'avance. Et l'équipage auquel il avait pensé, c'était donc Henri Pescarolo, Graham Hill. Et il se fait que Pesca n'était pas du tout chaud pour avoir Graham Hill avec lui, parce qu'il disait oui, il est trop vieux, il n'a pas l'habitude de rouler la nuit et tout ça. Enfin, donc Pesca n'était pas content, mais Cronbach a tenu bon, enfin les gens de Matra. Et résultat des courses, comme tu dis, Graham Hill a fait preuve de toute son expérience et a étalé toute sa classe pour remporter la victoire sous la pluie, parce que ça a été une édition de 24 heures très arrosée, et la première victoire de Matra au Effectivement, Mans. la première des 3 consécutives. Magnifique exploit. Donc, cette triple couronne, c'est Graham Hill qui l'a obtenu, et c'est le seul à ce jour. Il y a pas mal de pilotes se sont imposés, soit aux 24 heures du Mans, soit à Indy, soit à Monaco, mais personne n'a réussi, la gageure, de s'imposer dans les 3 épreuves. Certains sont passés assez près. Récemment, Fernando Alonso s'y est essayé. Il a essayé, c'est sûr. Il a gagné le Mans avec Toyota. Et puis, il a convaincu McLaren de l'emmener à Indianapolis. Et franchement, à quelques tours près, parce qu'à 20-30 tours de l'arrivée, Alonso était encore dans les
dans les hommes de tête. Oui, il jouait, c'est vrai qu'il était dans le top 10 et à ce moment-là, tout pouvait se passer en sa faveur. Malheureusement, son moteur Honda a rendu l'âme, mais il a gagné le Grand Prix de Monaco en 2006. On sait qu'il a gagné les 24 heures du Mans 2 fois. Maintenant, il n'est pas prêt de retourner à Indianapolis. Quoique, avec Alonso, on pourrait être surpris parce que même à 45 ans, il n'a pas peur d'un challenge. Il y en a eu d'autres, Pierre. Jochen Rindt, par exemple, qui s'est imposé à Monaco en 1970 et qui a gagné le Mans en 1965 sur une Ferrari avec Marston Gregory. Et puis, est venu 2 fois à Indianapolis, mais pas de réussite. Mais plutôt en chasseur de primes, Oui. Avec la Brabham ou avec une autre voiture. Et il n'a jamais fait illusion. Il a terminé 23e comme meilleur résultat. Donc, ils sont plusieurs à s'être cassés les dents sur ce challenge. À l'époque, je dirais, dans les années 60, la triple couronne n'existait pas encore. Non. C'est la victoire de Graham Hill au Mans qui a un petit peu, comment dirais-je, cristallisé cette quête du Graal. Oui, alors certains essayent de tourner le problème différemment en disant, voilà, c'est gagner le championnat du monde de Formule 1, c'est gagner Indianapolis, c'est gagner Monaco, mais non, ce n'est pas ça, la triple couronne. Ce sont 3 circuits différents et 3 exercices totalement différents. Et 3 épreuves mythiques. Hein. Oui, mythiques. On sait très bien, on sait aussi que A.J. Foyt, le légendaire pilote américain qui s'est imposé 4 fois à Indianapolis, a gagné le Mans avec Dan Gurney en 67 sur une Ford. Mais lui, il est loin d'avoir approché Monaco. On voyait mal A.J. Foyt à Monaco. Jamais vraiment allé sur les circuits routiers. Et puis, bon, avant-guerre, Tazio Nuvolari qui s'était imposé au Mans et à Monaco, mais pas à Indianapolis. Ah oui. À l'époque, Indianapolis ne comptait pas encore pour le championnat du monde de Formule 1. Ça a été le cas dans les années 50, je dis bien. Mais il y a Fangio qui a essayé, il y a Ascari qui a essayé. Mais enfin, ils n'étaient pas candidats à la triple couronne, même a posteriori. Un Français, peut-être, t'es pas trop loin, Maurice Trintignant. C'est vrai. Qui s'était imposé 2 fois à Monaco. Ce sont ses 2 seules victoires en Grand Prix, c'est 2 fois à Monaco. Et au Mans, avec Froilan González. Absolument. Mais n'a pas participé à Indianapolis. Donc, lui aussi, pas trop loin. Il y en a un. Il a couru, pardon, excuse-moi, il a couru en ovale, en partageant d'ailleurs une voiture avec Fangio, avec Foyt, j'ai un doute, lors des fameux 500 miles de Monza, ce qu'on appelait la course des 2 mondes, où les pilotes d'Indianapolis et les écuries venaient affronter les Européens sur le banking de Monza, mais qui n'était pas vraiment ovale, mais c'était tout à fait anecdotique, ça n'a duré que 2 ans, c'était un peu dangereux, et voilà, Trintignant n'a jamais eu l'envie, je pense, d'aller à Indianapolis, où ça ne s'est jamais présenté, même s'il y a eu beaucoup de Français qui ont couru à Indianapolis, y compris au début du siècle, parce que dans les premières éditions, Indianapolis, c'est la plus vieille course du monde, 1911. Eh bien, avant la Première Guerre mondiale, il y a eu plein de Français qui ont été courir là-bas, Boileau, Peugeot, des Belges aussi, Théodore Pilette, le grand-père de la dynastie. Et puis récemment, Simon Pagenaud, qui s'est imposé aux 500 miles de 2019. Mais il y en a un qu'on oublie un peu facilement, c'est ce formidable Juan Pablo Montoya. Parce que Montoya s'est imposé à Indianapolis 2 fois. Il a gagné le Grand Prix de Monaco en 2003. Et figurez-vous qu'il a remporté les 24 heures du Mans, mais en LMP2. Donc en 2021. Donc c'est une petite couronne. Mini-couronne. En tout cas, il a essayé et il s'est bien comporté puisqu'il s'est imposé sur les 3 circuits. Donc Montoya, qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qu'on écoute avec attention maintenant quand il commente la Formule 1. Et les exploits de son fils en Formule 2. Oui, voilà, qui est fort prometteur, son fils, et qui est dans la filière Red Bull, je pense. Donc on va le suivre avec attention. Mais parlons aussi de Bruce McLaren, Pierre, parce que Bruce McLaren, lui, s'est imposé au Mans. 1966, tout le monde a vu le film, dans quelle péripétie. Il s'est imposé à Monaco. La première des 4 victoires de Ford au Mans. Ouais. Il s'est imposé en 62 à Monaco sur une Cooper. Et à Indianapolis, il ne s'est pas imposé. Par contre, les McLaren se sont couvertes de gloire à Indianapolis. C'est vrai que le McLaren, malheureusement, après le décès de Bruce, ils ont gagné Indy avec la fameuse M16, une très jolie voiture.
dessiné par Gordon Kopeck. Et donc, il y a eu Mark Donoghue pour le team Penske avec une McLaren, il y a eu Gordon Johncock. Et McLaren, de nos jours, est encore candidat à la victoire à Indianapolis chaque année. Hein. Pat Howard a fait deuxième 2 fois de suite, avec une voiture orange papaye, hein, comme oui. le veut la tradition de l'écurie. Ce qui est intéressant avec McLaren, c'est que c'est peut-être le seul constructeur qui peut prétendre à une forme de triple couronne en tant justement que constructeur ou que team, puisque McLaren est présent sur tous les fronts, en Formule 1 bien sûr, à Indianapolis avec une équipe qui est très performante, très compétitive, et maintenant Le Mans, puisque Zak Brown était présent en 24 heures du Mans. Et sans oublier la formidable victoire de la McLaren F1 au Mans. C'est vrai. Donc McLaren... En 95, avec la GT F1... toute noire, magnifique. Avec mais maintenant, McLaren revient avec une hypercar en 2027, avec des ambitions sportives. Donc c'est vrai que ça pourrait devenir une forme de challenge aussi pour les constructeurs. Oui, ça sera très intéressant, hein, parce que effectivement, les 3 championnats nous plaisent. Hein. Nous, on commente l'IndyCar sur une chaîne belge, et c'est un championnat magnifique. Et les 500 miles d'Indianapolis, c'est le sommet de la saison. Encore cette année, ça a été haletant jusqu'au bout. Monaco, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dépassements, c'est un incontournable. Et espérons-le qu'avec les voitures un peu plus petites, un peu plus, on aura des courses, mais... Je crois que tu rêves tout. Mais en tout cas, bon, Monaco est indéboulonnable. Monaco, de toute façon, ce n'est pas les voitures qui sont trop larges, c'est la piste qui est trop étroite. Et Le Mans, évidemment, maintenant, c'est hyper prometteur avec ses hypercars. Laisse-moi finir sur Monaco, oui. Parce que je trouve que Monaco reste, même malgré les critiques qu'on a pu émettre et qu'on émet tous les ans d'ailleurs sur la course elle-même, ça reste quand même le joyau de la couronne, qu'on le veuille ou non. Regardez le port de Monaco qui déborde de yachts, tous les milliardaires du monde veulent y être. C'est vraiment the place to be. Alors, l'exploit sportif, c'est le samedi, les qualifications, tous les pilotes le disent, ça c'est vraiment le challenge ultime, c'est l'adrénaline dans... Voilà, parce que tellement, justement, le circuit est étroit et tellement les rails délimitent le terrain de jeu, donc track limits à Monaco, ça ne marche pas. Et le dimanche, alors bien sûr, le dimanche, il n'y a pas de course. Hein, le dimanche, c'est une forme de démonstration, de procession, à moins d'un accident, d'un safety car, etc. Mais on sait que, ou de la pluie, mais en règle générale, c'est vrai que le dimanche, il n'y a pas de course. Mais ça reste Monaco. C'est là depuis 1929. Ce sont des événements centenaires, que ce soit Indianapolis, Le Mans. Le Mans, c'est 1923. Et regardez le succès du Mans encore cette année, c'est 300 000 spectateurs. Enfin, à propos de Monaco, on peut débattre sans fin. Évidemment, c'est le joyau de la couronne. Mais on aimerait bien avoir des courses et pas seulement des qualifs. Maintenant, peut-être vont-ils trouver des solutions. On a vu Alex Wurz qui est arrivé avec quelques petites solutions possibles. Pousser les murs, ça ne marchera pas non plus. On verra, élargir un peu la piste. Bon, les moyens sont là. Et les 24 heures du Mans, on vient d'assister à une victoire, une 3e victoire consécutive de Ferrari avec Robert Kubica, hein, qu'on salue, parce que c'était un pilote qui aurait pu avoir une carrière encore meilleure en Formule 1, mais qui s'est imposé au Mans maintenant. Magnifique palmarès. Et qui n'aurait pas craché sur une triple couronne. Hein, parce que Kubica, il est fait de ce bois, un peu comme son copain Alonso. Il faut rappeler qu'au moment de son accident en rallye, qui a malheureusement interrompu sa carrière, il avait signé pour Ferrari en F1. Oui, pour rejoindre Alonso. Pour rejoindre Alonso, absolument. Et c'est par défaut qu'ils ont été recherchés Kimi Raikkonen, parce que c'était normalement Kubica qui devait courir en F1 pour Ferrari. Le Mans, on sait ce que ça donne, hein. On est très heureux de sa victoire, et il ne l'a pas volé parce qu'il a fait 10 heures sur les 24, et c'est sans doute la plus belle victoire Ferrari dans la période récente au Mans. Alors Indianapolis, bon, hein, c'est pas d'actualité pour Kubica, mais il n'aurait pas peur, je pense. Il n'aurait pas peur, c'est un pilote formidable, c'est un pilote, comme tu l'as dit, à l'ancienne, comme on les aime. Hein. D'ailleurs, il a montré des qualités de vitesse, même en rallye, avant son accident, et c'est tellement malheureux, on aurait bien voulu le voir chez Ferrari, mais c'est comme ça, il rentre lui aussi dans la légende, et donc la légende de ces 3 circuits mythiques qui donnent cette triple couronne. Je crois qu'on clôt le débat maintenant sur le fait qu'il n'y a que Graham Hill qui l'a obtenu, et peut-être à l'avenir, il y aura quelqu'un d'autre qui
qui le fera. Les statistiques sont contre nous. Mais Parce que refaire le coup de Graham Hill, ça paraît compliqué. Mais la course moderne n'y s'y prête pas, évidemment. Alors Le Mans, j'ai envie de terminer là-dessus, si Oui. tu le permets. Le Mans, on a constaté quand même cette année, 300 000 spectateurs, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment, le Mans est un événement qui sort des normes. Parce que ce championnat du monde d'endurance n'existe que parce qu'il y a Le Mans. Et les constructeurs ne s'y engagent que parce qu'on leur tord le bras, parce que s'ils veulent faire Le Mans, ils doivent y être. C'est aussi une passerelle avec les États-Unis et ce championnat IMSA, qui permet de voir des écuries américaines et d'avoir des plateaux de folie en wake maintenant. Et j'ai été frappé cette année de voir que autant il y a les milliardaires à Monaco, autant les décideurs, les grands patrons de l'automobile étaient au Mans et pas au Canada, puisqu'il y avait le Grand Prix, et pas, voilà. Parce que Le Mans, on a vu par exemple, bon, vous me direz, dans le contexte actuel, c'est un peu chaud, John Elkann, le président de Ferrari, et même le CEO Benedetto Vigna étaient au Mans. Bon, évidemment, plus de chances de gagner au Mans qu'en F1, vraisemblablement. Et puis on sait qu'il y a de la polémique de nouveau autour de Ferrari en Formule 1. Zak Brown n'était pas à Montréal pour voir les McLaren perdre, s'auto-flageller. Luca Di Meo, avant de décider ou d'être décidé de quitter Renault, était avec Alpine au Mans. Voilà, on constate que l'importance, le prestige de ces grands événements, que ce soit Indianapolis, Le Mans ou Monaco. Et même notre bon cher Roger Penske qui était Absolument, là. absolument. Et ça, c'est magnifique, évidemment, à son grand âge. Et il était dans les stands avec l'équipe Porsche, Penske Porsche. Et donc, la magie du Mans, la magie de Monaco et la magie d'Indianapolis restent très fort présentes et dans nos cœurs, en tout cas, Pierre.